La vie, elle est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et nous espérons que vous allez avancer toujours dans la vie, quelle que soit l'activité que vous menez justement pour atteindre donc le succès, atteindre le summum. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis une fois de plus de vous retrouver pour l'aventure de ce jour. Et nous sommes toujours installés au niveau du sanctuaire animalier de Zignaré. Il s'agit bien sûr de l'ex-parc animalier de Zignaré, géré aujourd'hui par l'Association pour la protection de la faune et de la flore. Aujourd'hui, vous allez entendre la responsable de cette association nous parler justement de ce parc animalier de Zignaré. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et dans notre rubrique invité du jour, nous parlons sport naturellement aujourd'hui, après donc la qualification des étalons du Burkina pour les huitièmes de finale donc de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous en parlons avec notre invité du jour. Il s'agit de Claude Rwamba, journaliste et analyste sportif, qui est notre invité de ce jour. Et dans la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, aujourd'hui nous nous intéressons à l'enseignement de l'éducation civique au niveau donc des établissements. Vous l'avez suivi donc avec justement le discours du Premier ministre, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo. Il parle de retour justement à l'enseignement de l'éducation civique. Nous en parlons aujourd'hui avec Serge Youssef Ouedraogo et nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour parler de leur formation à venir. Voici pour le menu de ce jour. Nous partons tout de suite et maintenant pour l'entrée. Et bien sûr, nous sommes installés confortablement au sanctuaire animalier de Zignaré, ou encore connu sous le nom de parc animalier de Zignaré, pour visiter en tout cas les animaux de ce parc. Et puis bien sûr, dans la visite, vous savez qu'il y a des animaux donc que vous pouvez voir. Il s'agit notamment des hippopotames, il s'agit notamment bien sûr des lions, des crocodiles, de la tortue, assez d'animaux que vous pouvez voir au niveau du parc animalier de Zignaré. Mais il faut noter qu'il y a 2 ans de cela, ce parc est géré par l'Association pour la protection de la faune et de la flore, depuis notamment donc le départ de l'ex-président Blaise Compaoré qui avait en charge donc ce parc. Ce parc a subi quand même des périodes de turbulence et puis les animaux se mouraient, mais heureusement, fort heureusement, l'Association pour la protection de la faune et de la flore du moins a récupéré ce parc, s'occupe de sa gestion actuelle et aujourd'hui je vous invite à écouter donc la responsable de cette association, présidente de l'association pour la protection de la faune et de la flore, Madame Shanaz Yousseini. Je vous invite à l'écouter et on revient pour la suite. Donc je m'appelle Shanaz Yousseini, je suis présidente et cofondatrice de l'association pour la protection de la faune et de la flore au Burkina Faso et c'est notre structure qui s'occupe du parc de Zignaré, du sanctuaire animalier de Zignaré depuis 2 ans. Je pense qu'après plusieurs années compliquées, le sanctuaire est en train de revivre à nouveau grâce justement à la population et aux visiteurs qui viennent nous voir et qui nous soutiennent. Je pense que c'est un nouveau souffle, un nouveau départ pour le sanctuaire, pour Zignaré et pour toute la faune et la flore burkinabé. Alors il y a différentes espèces, toutes des espèces emblématiques du Burkina Faso. Il y a des lionnes, une hyène, des autruches à cou rouge et énormément d'espèces qui sont en voie d'extinction, qu'on ne trouve plus à l'état naturel aujourd'hui. Comme les lionnes, comme la hyène rayée, comme l'autruche à cou rouge, comme les singes. On a des élans du Cap, on a des waterbucks, des hippos. Voilà, c'est à peu près ça. Des tortues de terre. Et puis pas mal d'espèces aussi qui sont en totale liberté dans le parc. C'est-à-dire que dépendamment des saisons, on peut avoir jusqu'à 40 espèces d'oiseaux dans le parc différentes. On a des lièvres sauvages, des pintades, des serpents, beaucoup d'insectes. Quand on s'occupe d'animaux de cette envergure et quand on mène ce genre de combat, on n'est jamais vraiment sûr de ce que sera demain. J'espère vraiment que cette période est passée. Déjà pour les animaux, ensuite pour notre pays, parce que c'est hyper important c'est une chance et c'est hyper important d'avoir ça au sein de son espace quoi, et de son pays. Donc j'espère vraiment que cette période est passée. Ça fait 2 années consécutives qu'on organise des éditions de reboisement, des journées auxquelles on convie la population à venir apprendre à planter un arbre et le planter avec nous. Parce que
mis à part le fait de vouloir sauver ces espèces animales qui sont là, il y a vraiment toute cette vision de développement durable, d'écologie et de sauvegarde environnementale. On veut vraiment sensibiliser les plus jeunes à l'environnement et à la préservation de leur environnement pour pouvoir préserver le pays dans lequel nous vivons. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de la présidente de l'Association pour la protection de la faune et de la flore au Burkina. Il s'agit notamment de Chanaz Yousseni. Il faut rappeler que c'est cette association qui s'occupe aujourd'hui du sanctuaire animalier de Zignaré depuis 2 ans, comme vous l'avez écouté au niveau de ce témoignage. Il faut tout simplement aller au niveau de ce parc pour encore revisiter ces animaux et découvrir la flore également au niveau de ce parc de Zignaré. Et puis, il faut tout simplement aller à 30 km de Ouagadougou. Ce n'est pas loin. Vous pouvez aller en compagnie de votre famille. Et puis, bien sûr, entre amis, pourquoi pas. Ou encore, aller tout simplement seul visiter ce parc animalier. Encore à l'attention des élèves et des étudiants. On le sait très souvent. Au niveau des scolaires, on a l'habitude d'organiser ces sorties touristiques. Donc pourquoi ne pas repartir en tout cas au niveau de ce sanctuaire animalier de Zignaré pour encore redonner une vie à ce parc qui a failli sombrer, mais fort heureusement cette association a récupéré la gestion de ce parc animalier de Zignaré, aujourd'hui sanctuaire animalier de Zignaré. Merci à Fatih Sankara qui nous a ramené ces images de Zignaré. Et pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est l'occasion pour nous de dire encore courage aux étalons et surtout merci pour ces matchs. En tout cas, on y va pour la musique et on revient. Et puis bien sûr, encore courage aux étalons et nous espérons bien sûr que vous allez franchir les 8e de finale et ensuite les quarts et ensuite les demi et bien sûr nous remporter tout simplement la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alors pour la suite, nous allons nous informer et c'est à travers la revue de presse. Et pour ce mardi, nous sommes avec Adèle Semporé. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Eh bien, on retient plusieurs informations et justement pour découvrir ces informations, commençons d'abord à découvrir la une du journal Le Quotidien. Accaparement de terre par des sociétés immobilières, 23 000 hectares bloqués. Cannes 2021, Burkina, Éthiopie 1-1. Les étalons se qualifient dans la douleur pour les 8e de finale. Crise à l'université Nazi Boni de Bobo, un accord trouvé. Abdou Karim Massawadgo à propos de la situation à Namsigia. Tout le monde parle de la guerre, mais vit comme si on était en temps de paix. Voyons à présent la une de Sidoya. Kaya, l'opposition solidaire des déplacés internes. Les étalons en 8e de finale de justesse. Ce sont les titres que nous propose Sidoya. Voyons à présent la une de aujourd'hui au Faso. Cannes 2021, 8e de finale. Les étalons se qualifient au forceps. Sécurisation du territoire national, vaste offensive des forces de défense et de sécurité FDS dans la région de l'Est. Lutte contre la Covid-19, le ministre de la Santé sollicite l'accompagnement du secteur privé burkinabé. Alternative de veille citoyenne évite les Bobolais à faire bloc derrière Roc. Toujours à la une, aujourd'hui au Faso, analyse des projets immobiliers au Burkina. Le comité ad hoc livre les résultats de ses travaux. Et puis, funérailles nationales projetées pour Ibeka, puisse sa dépouille apporter la paix au Mali. Nous sommes à présent avec le pays. Mélégué Traoré, ancien ambassadeur, si on ne parvient pas à la réconciliation, ou plutôt à la conciliation, je ne vends pas cher la peau de CDP dans un proche avenir, prévient Mélégué Traoré.
lutte contre le terrorisme au Burkina, les anciens de Maniga appellent à un sursaut patriotique. Révélation, sanctuaire Notre-Dame de Yagma, une partie de la réserve partie en fumée. Attaque terroriste meurtrière à Namsigien, le gouvernement n'est pas excusable. CAN Cameroun 2021, qualification des étalons en 8e de finale, que ce fut laborieux. Gestion immobilière, gestion foncière au Burkina Faso, 295 projets immobiliers rejetés. Page triste, le directeur du protocole de la primature n'est plus. À lire également dans les colonnes du journal Le Pays, le programme des matchs du jour relativement à la CAN Cameroun 2021. Passons à présent à l'observateur Palga, le doyen des quotidiens privés au Burkina Faso. À la une, l'Obs s'intéresse à la qualification du 11 national avec le titre CAN 2021. Le Burkina s'offre un ticket pour le tour suivant. Et puis, sur le même sujet, les étalons en 8e au petit trot, c'est à lire dans la rubrique Regard sur l'actualité. Et puis, côté vestiaire, un article depuis Yaoundé à lire dans les colonnes de l'Obs. Drainage des eaux pluviales, bientôt la fin du calvaire des riverains d'Anayele. Promoteurs immobiliers, 105 projets seulement sur 400 jugés conformes. Lycée Yamoya, chacun une brique pour une cure de jouvence du septuagénaire. Embargo sur le Mali, la domination française va venir en Afrique, c'est-à-dire donc dans la rubrique Lire débat de l'Observateur Palga de ce mardi. Et ça n'est fini pour la lecture des différentes unes. Merci à toi Adèle. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, nous parlons de ces 295 projets de promotion immobilière hors la loi. Une information qui intéresse pratiquement tous les Burkinabés, parce que tous les Burkinabés sont intéressés par les questions foncières. Depuis quelques années, le problème foncier se pose avec acuité au Burkina et le ministère en charge de la question, en tout cas, se veut un peu plus rassuré, se veut un peu plus rigoureux dans le traitement des dossiers. Voilà. Et donc hier, le ministre, le chef du département, Stanislas, ou plutôt Benewende Sankara, et certains de ses collaborateurs étaient face à la presse pour expliquer un peu la situation avec les quelques suspensions qu'on a connues dernièrement. Et hier, en conférence de presse, il a expliqué que après la suspension, parce que on se rappelle que quand il est arrivé à la tête donc de ce ministère, Benewende Sankara avait suspendu donc le traitement des demandes d'approbation des projets immobiliers. Il avait aussi suspendu la délivrance de l'agrément sur la promotion immobilière au Burkina Faso. Et donc, après cette étape de suspension, il y a un comité qui a été mis en place pour examiner les différents projets immobiliers. Et ce sont les résultats des travaux de ce comité qui ont été présentés hier à la presse. Alors, il ressort donc du point fait aux journalistes que plus de 400 demandes ont été examinées. Exactement 406 demandes ont été donc sur la table du ministère et les 400 dossiers ont fait l'objet d'analyse. Et sur les 400 projets qui étaient bien sûr sur la table du ministère, on compte seulement, comme le relèvent d'ailleurs les journaux, seulement 105 projets qui sont en règle vis-à-vis des textes en la matière au Burkina Faso. Et tout le reste, les 295 projets, sont bien sûr des hors-la-loi qui ne respectent pas tout simplement la réglementation en matière de promotion immobilière au Burkina Faso. Et selon le point toujours, sur ces 105 dossiers qui ont été jugés recevables par le ministère, ces dossiers-là respectent en réalité les zones de planification urbaine données par le ministère. Ils respectent en fait les zones qui sont délimitées pour les zones à usage d'habitation. Et donc, ces 105 dossiers-là respectent cela.
et les plus de 290 projets ne respectent pas la réglementation à la matière. Et selon toujours les explications du président du comité ad hoc, les 105 dossiers qui respectent les textes en la matière occuperont en gros 7000 hectares. Donc, d'espace pour les populations. Et pour ce qui est maintenant des 295 dossiers qui ne respectent pas donc la réglementation, ils sont concernés par un espace de 23 000 hectares. Voilà, donc ce sont donc 23 000 hectares qui ont été conservés par le ministère en rejetant les projets qui ne respectent pas. Et le ministre Benewende Sankara a pris l'exemple de la commune de Saba où la demande est forte, où il y a plusieurs promoteurs immobiliers dans la zone. Il a dit que, par exemple, dans la zone de Saba, il y a des promoteurs immobiliers qui ne respectent pas donc, la réglementation. Et sur 40 promoteurs immobiliers, il y a 4 seulement qui sont en règle. Donc, imaginez-vous tout le reste là qui ne respecte pas la réglementation, alors qu'on sait que la demande est assez forte. Les Burkinabés demandent de plus en plus des espaces, des logements pour eux-mêmes, pour leur famille. Et tout ce beau monde-là qui ne respecte pas la réglementation. Donc, on imagine facilement qu'il y a des gens qui ont acquis des parcelles ou qui ont acquis des logements qui ne sont pas en norme, j'allais dire, puisque tout ce nombre-là n'est pas en règle. Donc, le ministère a invité les populations à la vigilance. Et d'ailleurs, la liste des promoteurs qui respectent la loi au Burkina sera publiée. On attend vraiment tout à fait, pour cette liste-là. Oui, les Burkinabés puissent savoir quelle société immobilière respecte la réglementation, quelle société immobilière ne la respecte pas. Et puis, bien sûr, des notifications seront envoyées aux différentes sociétés en vue de leur expliquer les travaux, les résultats auxquels sont parvenus donc, les membres du comité. Et puis, bien sûr, engager des négociations. Parce que, comme il a souligné en conférence de presse hier, il y a des réclamations qui peuvent se faire, il y a des vérifications qui vont se faire sur le terrain, toujours après les travaux de la commission. Et sur les sociétés ou les promoteurs immobiliers qui se sentent... qui ne se sentent pas concernés ou qui pensent qu'ils sont en règle vis-à-vis de la loi, ils peuvent toujours apporter des justificatifs, ils peuvent toujours apporter donc les différents dossiers pour toujours examiner afin qu'on sorte la liste des promoteurs immobiliers. Et puis, il a précisé aussi que ceux qui respectent la loi sont invités également à aller dans ce sens parce que quand on prend les 105 dossiers, il y a environ 44 promoteurs immobiliers. Ça veut dire que chaque promoteur immobilier peut faire plusieurs demandes de dossiers parce qu'on a plusieurs espaces. Quand vous prenez les sociétés immobilières, ils n'ont pas seulement un espace précis, ils ont plusieurs zones dans plusieurs localités du Burkina, donc ça peut faire l'objet de plusieurs demandes à la fois. En tout cas, les populations sont invitées à la vigilance. Je pense que déjà c'est bon de savoir qu'il y a des sociétés immobilières qui ne respectent pas la loi. Quand le ministre est arrivé, il a voulu faire le combat selon les promoteurs immobiliers parce que eux ils voyaient cet écart que faisait Maître Benewende Sankara. Ils avaient même pour certains refusé de participer à des ateliers du ministère en vue en tout cas de trouver des solutions sur cette question-là. Et je pense que pour les populations c'est encore très important de savoir à quelle société on va. Vers quelle proposition on va pour ne pas après tomber dans les problèmes. Bien sûr, c'est essentiel hein, et je pense que ça va être plus bénéfique pour la population. Tout à fait. Et quand Maître Benewende Sankara parle d'assainir vraiment ce secteur de la promotion immobilière, c'est intéressant parce que au moins même moi j'attends vraiment la publication de cette liste-là pour qu'à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui souhaiteraient prendre des parcelles, qu'ils sachent vers qui vraiment se tourner pour être sûr que la parcelle que vous achetez quand même respecte les normes et qu'après vous n'allez pas avoir de difficultés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a ceux-là qui vont toujours vers les non-lotis, bon, problème de moyens, mais il y a ceux-là quand même qui réunissent les moyens nécessaires pour vraiment s'acheter une parcelle et être tranquille. Après, si tu achètes une parcelle pour être tranquille et après encore tu apprends que la société immobilière en fait ne respecte pas les choses
et qu'après on bloque des choses, c'est douloureux. Ça sera douloureux tout simplement parce que c'est des millions, quoi. Et le problème ici, c'est qu'il ne faut pas se limiter seulement aux espaces vides, les questions de parcelles. Il faut arriver à viabiliser ces zones et c'est le combat que mène le ministère. Ne pas vendre des parcelles aux populations parce qu'il y en a qui s'accaparent des terres. On a dit promotion immobilière. Il faut construire des logements à prix accessible à pratiquement toutes les bourses au Burkina Faso. Il faut construire des maisons, il faut viabiliser les zones et non pas vendre des terrains nus aux populations qui se retrouvent après dans des problèmes parce que vous acquérez un terrain, mais après pour construire, c'est tout un problème. Alors que si la société arrivait à construire des logements et avait des systèmes de vente ou de location-vente, en tout cas un système adapté à la bourse des Burkinabés, c'est ce qui est conseillé et c'est ce qui est demandé par le ministère. Donc, allons au-delà des parcelles, allons au logement, à des logements décents pour les Burkinabés. Et ça va réduire un temps soit peu le fait que certains achètent 10 parcelles. Comme c'est des terrains nus, ça revient quand même relativement moins cher par rapport aux constructions. Oui. Donc ils achètent 10, 20, je ne sais pas, 30. Même 100, il y en a qui ont des centaines de parcelles. Et après encore, c'est du commerce qui se poursuit. Donc tout ça, il a dit que tout ça, ça sera apuré. Il faut vraiment voir le secteur, comme il a dit, assainir le secteur, voir toutes ces parcelles qui ont été acquises de façon douteuse et rétablir la situation pour que ceux aussi qui n'en ont pas puissent avoir. C'est l'objectif. Ok, Adèle, parlons d'autres sujets. Là, on parle de la CAN. Les étalons sont qualifiés pour les 8e de finale. Oui, mais avec des sueurs froides, il faut le relever parce que pour ceux qui ont suivi le match d'hier, certains étaient contents pour la qualification, mais certains aussi étaient un peu plus remontés avec le jeu qu'ont livré les étalons hier. Mais au final, 1-1, un but partout face à l'Éthiopie. Le Burkina se qualifie pour les 8e de finale. Donc pour ceux qui ont suivi le match d'hier, il y a des choses qu'il faut revoir. Certains ont relevé des problèmes avec l'équipe. Pour certains, une jeunesse, donc des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de mener un match de façon commune, qui se retrouvent pour un championnat. Et donc, il y a des difficultés qu'il faut relever, mais aussi, il y a des choses qu'il faudrait revoir pour, en tout cas, permettre aux étalons de mieux affronter les prochaines oppositions. Et donc, on a pu relever une insuffisance d'engagement. On a pu aussi relever des passes qui n'étaient pas précises, une attaque qui n'était pas vraiment convaincante, le cas de Bertrand Traoré pour certains. Et donc, pour ces 3 sorties des étalons, 3 matchs, donc on dira que ce sont des sorties approximatives parce que les étalons n'ont pas vraiment donné ce goût-là aux Burkinabés. C'est vrai qu'ils ont bataillé, mais on s'attendait à plus. Voilà, parce qu'il y a des équipes, quand les étalons croisent, on se dirait que le score pourrait être un peu plus élevé que ça, mais c'était vraiment limite, comme le score d'hier. Tout compte fait, ils sont partis pour les 8e de finale, mais pour le sélectionneur national Kamou Malo, il y a des choses qu'il faut corriger avant les prochaines affrontations. Et donc, la prochaine sortie des étalons, c'est pour dimanche prochain. Les étalons qui sont 2e de leur groupe A seront face au 2e du groupe C. Le groupe C qui est composé du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. Donc, ça se joue aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'on va connaître l'équipe qui sera face aux étalons dimanche prochain. Et on attendra de voir. Écoute, bonne chance aux étalons tout simplement, et c'est ce qu'on peut dire. Et puis voilà, les supporters sont souvent capricieux, mais bon, il faut supporter jusqu'au bout, comme on le dit. Il faut supporter jusqu'au bout, il ne faut pas se décourager. Je me rappelle que hier, quand les étalons ont marqué le premier but, il y a une qui était à côté de moi et dit, bon, on est trop fort dans ouverture de score, mais après, on imagine que ça peut se compliquer par la suite. Mais écoutez, bon, on va supporter jusqu'au bout et on espère qu'ils vont mouiller le maillot et que bon, la coupe va venir au Burkina. C'est ça. Alors, hors de chez nous, à présent, Alpha Condé à Abu Dhabi pour des soins. Ah oui, le vol, c'était hier. Alpha Condé, l'ex-président guinéen qui a quitté donc son pays après autorisation
du chef de la junte. Vous savez qu'il a été renversé et puis ce sont les militaires qui sont au pouvoir en Guinée depuis pratiquement septembre. Et donc en fin décembre, le président de la junte, Mamadi Doumbouya, avait promis que Alpha Condé bénéficierait d'un temps pour des soins, pour des examens médicaux. Et il a respecté sa parole donnée hier. Alpha Condé a pu quitter la Guinée pour des soins à Abu Dhabi. Il faut dire que c'était aussi une pression de la CEDEAO parce que depuis le coup d'État, la CEDEAO demandait la libération de Alpha Condé. Et donc pour certains, c'est une libération maquillée pour des soins. On dit qu'il est parti pour des soins, mais en même temps un exil qu'on accorde à Alpha Condé, puisque selon les informations, plusieurs destinations étaient donc données. Certains parlaient de la Côte d'Ivoire, d'autres du Qatar, d'autres également de la Turquie. Mais finalement, c'est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, que Alpha Condé est parti pour des soins. Mais il faut dire que la permission, c'est 1 mois. Selon le chef de la junte, il a une permission d'1 mois pour ses soins. Est-ce qu'il va respecter ce délai d'1 mois? Est-ce que c'est l'exil? On attend de voir tout simplement. D'accord. Merci bien Adèle. Merci à toi. Pour ces analyses. Très belle journée à toutes et à tous. Merci bien. Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé dans la rubrique invité du jour, nous parlons sport et nous revenons sur ce match des étalons et surtout la qualification des poulains de Kamou Malo pour les 8e de finale. On y va pour la virgule et on revient. Dans la rubrique invité du jour, aujourd'hui, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour analyser ce match des étalons d'hier et surtout aussi la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en général. Alphonse Ouedraogo, que vous connaissez très bien, journaliste au niveau de Savane Média. Bonjour Alphonse et bienvenue. Bonjour à Rosetta, bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là sur notre plateau pour parler sport. Alors, pour commencer, Alphonse, quel sentiment t'anime aujourd'hui au lendemain du match des étalons contre l'Éthiopie? 1 but partout, donc match nul. Merci. Je dirais que le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de satisfaction parce que la qualification, elle est acquise. C'était le plus important. Le reste, ce sont des détails. Même s'il y a eu des failles ça et là, je pense que le fait que nous sommes arrivés à nous qualifier, c'est le plus important. Hier, donc, avec ce match nul, le Burkina Faso est classé 2e après le Cameroun. Donc, le plus important est fait. L'essentiel maintenant, c'est de regarder les matchs à venir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le match d'hier? Parce que beaucoup de supporters ou d'analystes s'attendaient quand même à une victoire des étalons avec notamment un score écrasant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, c'est d'autant plus que nous avons donc donné un pénalty encore à l'adversaire, ce qui a amené ce but égalisateur. Ça nous fait penser qu'au niveau de notre défense, il y a des failles. Mais je voudrais d'abord dire que notre jeu d'hier par rapport à ce que nous avons vu déjà comme prestation des étalons, il y a eu une nuance hier. Hier, nous n'avons pas eu donc cette maîtrise du ballon. Et quand vous êtes dans un jeu, vous n'avez pas un système de jeu bien construit, vous en payez le prix. Et c'est ce que nous avons donc payé hier comme prix parce que nous avons eu des failles ça et là. Le contrôle du ballon, on n'a pas été à la hauteur. Nous avons donc été dominés par moment jusqu'à 50, près de 60% par l'adversaire. Tout ça, ce sont des failles à corriger. Alors, notre défense a eu donc ce défaut-là de concéder ce pénalty encore à l'adversaire, ce qui fait que ils sont arrivés à égaliser le but. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous avons donc eu au moins 2 matchs où il y a eu des pénaltys? Ce fut le cas avec le Cameroun. Oui, contre le Cameroun. 2 pénaltys d'ailleurs. Ça veut dire que le coach Kamou Malo est rassuré que le milieu, il y a des éléments avec Blati Touré et bien d'autres. Nous avons un milieu récupérateur qui bouge bien, qui arrive à lancer les ballons
À ce niveau, il n'y a pas de faille en tant que telle. L'attaque aussi a besoin d'être améliorée parce que les gens comprennent que ou observent que par moment, il y a des gens qui ne bougent pas beaucoup et ça fait que les balles reviennent rapidement au niveau de la défense. Une défense qui est solide et une défense qui ne reçoit pas beaucoup de ballons. Voilà, qui n'est pas perturbée, est une défense qui arrive à dégager très rapidement parce que l'adversaire attend le ballon, l'adversaire attend la petite faute pour agir. Et c'est ce que nous avons subi donc hier. Donc je vais dire que pour les matchs à venir, il faudrait travailler au niveau de la défense. Soit on essaie de voir notre classement. Si on a fait le 2-3, ça n'a pas marché, on peut faire encore 4 au niveau de la défense. Nous avons à ce niveau-là des joueurs, je dirais, aguerris et qui puissent vraiment sauver la situation. Si il est indiqué que le fait d'avoir tel ou tel défenseur à côté, il se gêne, on peut changer le placement, la position de chaque joueur, de sorte que la défense, qu'il y ait un leader qui puisse dégager s'il le faut. Parce que à ce rythme-là, nous serons confrontés à des difficultés. Les matchs à venir, les huitièmes de finale, ça a une autre envergure, ça a une autre hauteur. Donc, vous n'avez plus cette possibilité de fauter et pouvoir chercher à se rattraper. Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait travailler à ce niveau-là pour avoir une défense bien construite, pour espérer avancer, aller de l'avant. Et pour revenir au pénalty, est-ce que ce sont notamment les fautes ou les erreurs des attaquants ou notamment de la défense qui font que le Burkina concède donc des pénaltys ou est-ce que c'est l'équipe burkinabé qui a eu à rencontrer quand même des arbitres qui ont sifflé peut-être à leur défaveur? Alors, si vous me demandez ma position par rapport à l'arbitre d'hier, je dirais que nous n'avons pas été aidés par l'arbitre. D'ailleurs, ce n'est pas son rôle, mais j'ai vu qu'il y a des fautes faites sur les Burkinabés qui méritaient donc qu'on donne des pénaltys. Il ne l'a pas fait. Nous avons vu avec Bertrand. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez un arbitre qui essaie de jouer, qui n'est pas en votre faveur, ce qui peut vous sauver, c'est d'aller à la conquête du ballon. Il faut chercher, il faut concrétiser les occasions que vous aurez. Et il ne faudrait pas penser que il n'y a pas de mystère. Personne n'est là pour vous aider. Il n'y a que vous sur le terrain et que le peuple observe. Donc, je pense que on ne doit pas avoir l'esprit qu'il doit être de notre côté ou pas. Non. Ce que nous avons fait hier, c'était faute que nous avons commise. Nous avons donc payé le prix. Donc, il faut travailler à l'avenir pour ne pas s'embourber davantage. Moi, je dis un penalty. C'est pas du jeu parce qu'un penalty, quand vous donnez ce penalty, vous considérez ce penalty là, il faut vous attendre à l'égalisation ou à une victoire de l'adversaire. Même si vous êtes un bon gardien, ben, vous pouvez être ramassé, vous pouvez être pris à contre-pied, ce qui veut dire que même les grands joueurs, il y a beaucoup qui ont raté des pénaltys. Donc, c'est à minimiser s'il le faut pour ne pas que l'adversaire puisse avoir cet avantage-là toutes les fois que nous sommes sur le terrain. Alors, pour certains aussi, la jeunesse de l'équipe aussi joue un peu en défaveur des Burkinabés cette année parce qu'on a une équipe jeune et qui peut-être n'a pas l'expérience de la CAN. On se retrouve quand même avec assez de nouveaux joueurs. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, bon, ce sont des joueurs qui... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que dans l'équipe, il y a quand même des anciens. Les Issouf Dayo, les Blati Touré, Bertrand, c'est, je dirais, le doyen actuellement. Donc, avec l'expérience qu'ils ont, je pense qu'ils partagent cette expérience-là avec les jeunes. Et nous devons d'ailleurs nous réjouir du fait que l'équipe a été renouvelée. Et ça, le travail fait par Kamou Malo est à féliciter. Ce qu'il faut faire, c'est que chacun comprenne son rôle sur le terrain. Et il doit assurer effectivement ce rôle-là, qui est de ne pas se laisser emporter par l'adversaire, ne pas courir sur le terrain comme on veut. Il faut travailler. Ce qui manque, c'est quoi? Quand les Burkinabés suivent le match des étalons, on a l'impression qu'ils ne sont pas déterminés.
il faut avoir le cœur pour pouvoir travailler. Quand vous prenez quelqu'un comme Vincent Bouaka, le buteur de cette compétition-là, le Camerounais, mais on sent qu'il est déterminé, il veut marquer. C'est cette envie qui manque souvent aux étalons et ça fait que les Burkinabés qui suivent les matchs, ils ne font pas tellement confiance à ce qui est donné comme prestation sur le terrain. Ça ne rassure pas. Quand vous suivez, c'est le stress. Ben, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça veut dire que on n'a pas eu le temps de nous préparer? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas en tête qu'on est suivi? Il y a des milliers de supporters de ces étalons-là. Non, tout ça s'est réuni. Ce qu'il faut faire, il faut avoir le cœur d'un Aristide Bansé qui veut marquer, même s'il a des difficultés, il faut avoir ce cœur-là. Je pense que les étalons, ils doivent travailler à ce niveau. Il faut créer ce sentiment de vaincre, même si on est dans des difficultés. Bon, Aristide Bansé qui est maintenant dans le staff quand même des étalons en tant que manager, peut-être que ses conseils vont aider beaucoup ces jeunes-là. Alors, Alphonse, d'un autre côté quand même, quelles sont les forces de notre 11 national? Nos forces, je dirais que nous avons la chance d'avoir une équipe très jeune, ça a de l'avenir. Une équipe jeune, comme nous l'avons aujourd'hui, qui arrive à faire ces prestations-là. Il faut dire que dans 2-3 ans, nous allons être à un niveau acceptable. Et d'ailleurs, beaucoup d'observateurs admirent l'équipe burkinabé, ce qui veut dire qu'elle regorge de jeunes talents. Comme Gustavo Sangaré, Hassan Bandé et bien d'autres jeunes comme Issa Kabouré qui est arrivé hier en tout cas à convaincre plus d'un de par les duels qu'il a eu. Donc les statistiques montrent qu'il a été à la hauteur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors c'est pour dire que quand vous avez une équipe qui est jeune, ça veut dire que c'est une équipe qui a de l'avenir. Dans 2-3 ans, les joueurs que nous avons aujourd'hui seront à un niveau réellement acceptable et à un niveau compétitif. Donc, ça donne à espérer. Déjà, nous avons cette chance-là d'avoir ces joueurs. Moi, j'ai dit les 8e de finale. C'est comme la guerre. Hein? Il ne faudrait pas penser qu'il y a une seconde chance. Il n'y en a pas. Donc, quand on sera donc dans cette compétition encore, il faut effectivement rester déterminé. Il faut avoir le cœur pour le travail qui est de marquer. Moi, j'ai toujours dit, quand vous créez, il y a des équipes qui gagnent peut-être 2 ou 3 occasions, mais qui arrivent à concrétiser. Nous avons eu hier, par exemple, un face-à-face, Hassan Bandé, mais il n'a pas pu le concrétiser. Et après, mais c'était le but. Ce qui veut dire que si vous avez des joueurs, même en étant sur le terrain, ils vont peut-être avoir le ballon 2 ou 3 fois et arriver à concrétiser au moins une occasion, c'est le plus important. Les autres aussi feront leur travail et ça peut aller. Mais nous avons vu un match où les balles vont très loin au niveau de l'attaque et rapidement ça revient à la défense. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut avoir des joueurs, genre un Gustavo Sangaré, un Issa Kabouré, qui peuvent éliminer 2 ou 3 joueurs avant de faire la passe, le temps pour les autres là de se positionner à un niveau où ils pourront vraiment aller pour marquer. Si vous n'avez pas ça, les 1-2 c'est vrai, mais souvent ça échoue par la pression de l'adversaire. Hier, l'équipe de l'Éthiopie a beaucoup bougé sur le terrain. Vous savez qu'ils sont sportivement à un niveau, ils sont endurants, donc ils ont utilisé ce talent-là pour nous empêcher, pour nous embrouiller, et c'est ce que nous avons donc pu voir hier. Tout compte fait, le Burkina est qualifié pour les 8e donc, de finale. Alors, est-ce que déjà, Alphonse, tu penses que les étalons ont mérité quand même cette place de qualification? Oui, et deuxième quand même de leur poule. Je dirais que nous méritions même mieux que ça. Parce que quand vous prenez le match contre le Cameroun, ça s'est soldé par un score de 2-1. Et les buts du Cameroun, de l'équipe de Cameroun, c'était des pénaltys. Ce qui veut dire si on avait travaillé à ne pas créer des pénaltys, on allait terminer avec un but à 0 en faveur des étalons. Deuxièmement, contre le Cap-Vert, le Burkina Faso a remporté. Et vous avez vu hier que le Cameroun a été tenu en échec par le Cap-Vert, par un score de parité, un but partout. Ce qui veut dire que le Cap-Vert que les étalons ont laminé, ce Cap-Vert a tenu tête au Cameroun. Ça veut dire que si nous avions fait un effort, on n'allait pas avoir une défaite contre le Cameroun. Et ça veut dire encore que
l'équipe de l'Éthiopie à laquelle nous sommes confrontés hier, on ne pouvait pas marquer. Oui, elle ne devait pas marquer. Elle ne devait pas marquer. Donc, je pense qu'on avait tous les éléments à notre possession pour gagner ce match. L'essentiel est fait, on est qualifié, mais je pense qu'on doit accepter, se dire certaines vérités pour parer à toute éventualité. Maintenant, pour cette phase des huitièmes de finale, qu'est-ce qu'il faut réunir pour que quand même les étalons puissent franchir cette phase? Ce qu'il faut réunir, c'est faire en sorte que les joueurs puissent avoir le moral, comme ils l'ont déjà eu pour les matchs précédents. Il faut aussi travailler, pour que certains détails ou des choses ne se répètent plus. Quand je parle de la défense, il faut travailler à ce niveau. Et même les pénaltys, c'est vrai, les gardiens là aussi, on a vu hier que Hervé Kofi n'était pas là. On a eu un nouveau gardien, lui aussi il l'a assuré, il faut l'apprécier parce que pour une première apparition et puis avec cette compétence-là, c'est à féliciter. Donc il faut travailler au niveau de la défense, au niveau des gardiens. Il faut aussi utiliser comme il se doit les couloirs. Ça c'est important. Quand vous prenez notre match d'hier, nous avons vu qu'au niveau de là où Issa Kaboré a assuré, les balles passaient comme il se doit. Mais si de l'autre côté, il y a des failles, ça fait que les balles reviennent au niveau de la défense très rapidement. Et malgré, même si vous êtes déterminé, c'est difficile à amortir ces coups-là. Si ça se répète, c'est difficile. Une défense qui est forte, comme je l'ai dit, ce n'est pas une défense à laquelle il faut laisser le ballon venir à tout moment. À tout moment, les joueurs seront même essoufflés et ça sera donc difficile. Et c'est la défaite qui peut suivre. Donc, Kamou Malo a le temps de travailler à ce niveau. Il faut travailler la défense. Il ne faudrait pas qu'il se gêne. On a vu par moments où des gens sont sur le ballon, vous êtes à 2 ou 3 sur le ballon, ce n'est pas normal. Il faut travailler à ce niveau. Que les joueurs puissent avoir chacun sa position en tête, même si tu ne vois pas ton coéquipier. Parce que tu es à ta position. Et ce qui a manqué, c'est quoi? C'est la finition. Quand vous prenez le jeu des étalons, il n'y a pas de finition. La finition, c'est quoi? Le joueur, il est devant, il a mon coéquipier, il a le ballon. Je dois être à côté. De sorte que s'il échoue, que je puisse récupérer le ballon. Nous n'avons pas eu ça. Même face à face contre le gardien, s'il n'y a pas de finition, lui, il peut rater. Mais s'il y a quelqu'un qui suit, il peut rattraper très rapidement et vous allez concrétiser votre occasion là. S'il n'y a pas de concrétisation et de finition, ça veut dire que vous avez beau avoir l'esprit de gagner, ça serait difficile parce que vous n'allez pas jusqu'au bout. Est-ce que cette équipe des étalons que nous avons vue donc, dans cette phase peut quand même remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Alphonse? Pourquoi pas? Nous ne sommes plus dans la possibilité, mais nous sommes dans l'esprit de revenir avec la Coupe. Parce que le Burkina Faso a déjà joué la finale en 2013. Donc, si on a déjà joué la finale, on ne part plus à une compétition ou en pensant jouer la finale. Non, on est aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, on doit avoir le moral. Le moral de quelqu'un qui veut gagner et qui doit gagner. Donc, pour cette étape-là, je peux dire que c'est le plus difficile que nous venons donc de franchir. Beaucoup pensaient que le Burkina Faso allait être regardé au regard de la performance des joueurs, ainsi de suite. Mais je pense que comme en 2013, nous avons pu nous qualifier difficilement. Mais après, c'était donc un couloir pour nous pour arriver jusqu'à la finale. Et en général, comment tu trouves le niveau de la compétition ou le niveau des équipes à cette CAN Cameroun 2021? Je trouve que le niveau est acceptable d'une manière générale. On avait pensé qu'avec ce nombre, cet effectif pléthorique des équipes qui prennent part à cette compétition-là, ça allait être un jeu vraiment de bas niveau, mais c'est le contraire, c'est tout le contraire parce que toutes les équipes se valent. Et quand vous regardez les presses, un pays comme Somalie, qui arrive à faire un nul contre l'Algérie, il faut dire que c'est à féliciter. Alors, les équipes qui étaient citées comme favoris ont des difficultés aujourd'hui pour se qualifier. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas négliger l'adversaire. Nous avons vu que les prestations, les performances des joueurs d'une manière générale sont acceptables.
Donc, c'est toute l'Afrique qui gagne et nous souhaitons effectivement être parmi les meilleurs et revenir avec ce trophée. Et bien sûr, quand on parle de favoris, hein, on sait que très souvent les analystes sportifs ou encore les spécialistes ont l'habitude de faire leur liste de favoris. Tu as parlé tantôt donc de l'Algérie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais quand même pour cette première phase, on a vu des surprises, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, on a vu des surprises. Ça veut dire que ceux qui auront la chance de se qualifier devront donc, ils doivent travailler pour mériter leur qualification. Parce qu'il ne faudrait pas assister à un huitième de finale qui ne sera pas à la hauteur de ce que nous avons vu comme match précédent. Donc, il faut donner à cette compétition-là toute sa qualité. Alors, pour terminer, Alphonse, et pour revenir aux étalons, alors les étalons sont qualifiés, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez surtout des supporters burkinabés? Alors, c'est de rester toujours déterminé, c'est de manifester sa solidarité envers ses étalons. C'est vrai, après chaque match, chacun essaie de faire son commentaire. Il faut faire des commentaires mesurés. Il ne faut pas démobiliser l'équipe. Il faut rester serein. Il faut rester serein parce que personne n'a la solution magique. Donc chacun va avec toutes les chances de son côté, de sorte que l'adversaire déjà puisse craindre quand on est en face de l'autre équipe. Alors, ce qui veut dire que ce que les supporters doivent faire, c'est de garder cette solidarité-là envers les étalons. C'est vrai, nous aurions souhaité que tous les matchs, on puisse les gagner. Ça n'a pas été le cas, mais on est qualifié. C'est l'essentiel. Ce qu'on doit faire, c'est de continuer la mobilisation, de supporter davantage les étalons, faire des prières, en tout cas montrer que nous sommes de cœur avec ceux qui sont sur le terrain et qui donnent de belles prestations. Et je pense que à cette étape de la compétition, on ne peut pas citer 2 ou 3 ou 4 équipes sans citer les étalons. Donc, on a eu donc un jeu acceptable et c'est à rééditer. Merci Alphonse, et puis nous espérons bien sûr que ça va bien se passer pour la suite, pour les étalons. Et merci. Puis la prochaine sortie c'est pour dimanche prochain et il faut attendre au cours de cette journée pour savoir quelle équipe. Tout à fait, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 matchs. Okay. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que les étalons ont eu cette chance-là de passer, mais pour d'autres qui sont nos voisins, ce n'est pas simple. Tu penses qu'il y a certains qui vont rester en cours de route au cours de la journée? Je ne sais pas de nom, mais ce n'est pas simple. D'accord, ok. On va attendre de voir tout simplement quelle équipe les étalons vont affronter pour donc, les huitièmes de finale. Merci Alphonse pour ces analyses. Merci à Abzeta, merci à tout le monde et bonne chance aux étalons. Nous souhaitons vraiment que le trophée revienne au Burkina Faso. Merci. Nous recevions Alphonse Ouedraogo, journaliste à Savane Média, et puis aujourd'hui nous avons parler sport avec bien sûr notre confrère. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause puisque c'est fini pour l'entretien de ce jour. Poursuivons avec cette émission et aujourd'hui nous recevons Donald Sawadogo pour parler donc de Mira Élevage et surtout des formations à venir. C'est dans la rubrique Bonnes Affaires. La rubrique Bonnes Affaires, c'est votre rubrique. Vous avez la possibilité de passer à l'émission Bonjour de Faso pour faire la promotion donc, de votre entreprise ou de vos événements, comme le fait aujourd'hui Mira Élevage. Nous sommes avec Frédéric Donald Sawadogo, communicateur à Mira Élevage. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les agriculteurs du Faso. Merci d'être là. Nous parlons des formations, donc, notamment de la rentrée du mois de février de Mira Élevage. Mais pour commencer, présentez-nous Mira Élevage qui a maintenant un centre donc, de formation CIFEA. Il faut dire que Mira Élevage, c'est comme le nom l'indique, hein, l'élevage. Donc l'élevage, mais spécifiquement des formations dans le domaine de l'élevage. Parce qu'aujourd'hui,
toute chose, toute activité que vous voulez mener, tout commence par la formation. Donc Mireille Élevage, c'est une entreprise qui a vu le jour depuis 2016 et à travers qui donne des formations dans le domaine de l'élevage et la fabrication de la couveuse, vraiment pour que vous ayez plus de rentabilité dans votre activité avicole. Et par la suite, nous avons mis en place un centre de formation et dans ce centre de formation-là, ce sont tous les métiers de la main que nous formons vraiment les jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent entreprendre à travers vraiment ces métiers-là que nous allons les former à travers l'élevage, aussi bien d'autres métiers aussi que nous allons parler ici. D'accord, bien sûr, assez de formation. On va parler justement des filières de formation, surtout les filières qui seront ouvertes pour le mois de février. Pour le mois de février, il faut dire que nous sommes en train de préparer une rentrée le 1er février. Et pour le mois de février que nous sommes en train de préparer la rentrée, ça sera des formations d'1 mois et de 3 mois. Donc, des formations d'1 mois pour les formations en élevage, 1 mois, agriculture, 1 mois, fabrication et poche de grillage, 1 mois, et également marketing digital, 1 mois aussi, et puis la plomberie, 1 mois, et une autre formation de 3 mois en élevage. Alors c'est une opportunité à ne pas rater pour tous ceux-là qui veulent vraiment entreprendre dans le secteur avicole actuellement, ou soit dans un autre domaine que nous avons cité ici. C'est une formation vraiment, les modules ont été vraiment élaborés par des spécialistes pour vraiment vous permettre de créer votre entreprise juste à la sortie de la formation. Des formations, donc, et la prochaine rentrée, vous l'avez dit, c'est en février. Et quel est justement le rapport de ces différents modules? Vous allez voir que par exemple, le rapport entre les différents modules de chaque filière, si nous prenons par exemple l'aviculture, l'entrepreneuriat avicole, ça c'est 1 mois. Il y a d'abord l'aviculture générale. Après l'aviculture générale, il y a la fabrication de couveuses. Parce que aujourd'hui, qui dit élevage de volailles, c'est un impératif pour vous, si vous voulez vraiment réussir dans le domaine de l'élevage de volailles, d'utiliser la couveuse. Alors, après la formation en élevage de volailles, nous allons vous former en fabrication et utilisation de couveuses. Juste après ça, nous allons vous faire une formation en marketing digital. Et le rapport, c'est quoi? Après la formation en élevage de volailles, fabrication et utilisation de couveuses, la formation en marketing digital vient appuyer ces 2 modules passés-là pour que vous puissiez créer votre entreprise digitale. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait un de nos formateurs en marketing digital, si vous voyez une entreprise aujourd'hui qui n'est pas sur le digital, c'est une entreprise qui est en train de basculer vers l'enterrement. Parce qu'aujourd'hui, sur le digital, vous pouvez en un seul clic vendre ce que vous avez comme produit. Alors, cette formation en marketing digital vient pour accompagner les 2 autres modules, à savoir l'aviculture générale et la fabrication de couveuses. Et après ça, il y a une formation en entrepreneuriat. Ça, c'est quoi? C'est une formation en entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dire à toute la jeunesse, il faut entreprendre. Mais il faut entreprendre dans quel domaine? Donc, pour vous parler d'entrepreneuriat, il faut d'abord qu'on vous forme même dans un domaine précis. Donc, après vous avoir formé dans un domaine précis, à savoir l'élevage, la formation en entrepreneuriat vient pour vous accompagner. Et une formation aussi en montage de projet. Parce que après la formation, nous voulons que vous partez créer votre entreprise. Pour que vous puissiez créer votre entreprise, il faut savoir monter votre projet. Donc, il y a une formation aussi en montage de projet qui vous accompagne. Et notamment, après la formation, ce que nous faisons, nous vous orientons vers les structures de financement. Et ça, c'est quoi? C'est pour vous permettre à la sortie de la formation d'avoir vraiment un financement pour pouvoir débuter votre activité que vous voudrez mener. Donc, quand même, des formations qui ont, on va dire, qui ont des liens. Et c'est justement former donc, des entrepreneurs en général. Maintenant, comment concrètement les différentes formations vont se dérouler? Les différentes formations au niveau du Mireille Élevage et du centre de formation CIFEA se déroulent en 2 phases. Il y a une phase théorique et une phase pratique. Parce que nous avons remarqué quelque chose. La formation théorique, oui, elle est bonne. Mais la formation pratique, elle est encore meilleure. C'est pour cela que nous avons tout disponibilisé, à savoir quoi? Une ferme pour la pratique, un atelier de fabrication de couveuses, une usine de fabrication d'aliments de volaille. Et aussi, pour ce qui concerne l'agriculture, nous avons un endroit que nous avons aménagé juste pour cela. En ce qui concerne la pisciculture, il y a des bacs piscicoles que nous avons aménagés pour ça. Donc c'est en 2 phases. Parce que la formation c'est 45 jours. Et les 45 jours sont divisés en 2 phases. Donc 30 jours de cours en continu. Et les 15 jours sont réservés maintenant au stage. Pour que quand vous sortez,
immédiatement juste après cette formation de 1 mois, du 1er février là, vous puissiez directement aller implanter quelque chose et vraiment, nous, ça va nous apporter vraiment une satisfaction. D'accord. Alors, c'est tout beau et puis on se dit on va beaucoup apprendre. Maintenant, à combien? Quel est le coût justement de ces différentes formations? Pour ce qui concerne nos différentes formations de 1 mois et de 3 mois, pour les formations de 1 mois d'abord, la formation en entrepreneuriat avicole pour l'élevage, ça c'est 110 000 francs. Pour la formation en entrepreneuriat agricole, ça c'est 110 000 francs. Pour la formation en marketing digital, parce qu'il y a une formation spéciale marketing digital, ça c'est comment créer votre page Facebook, comment vendre sur les réseaux sociaux, ça c'est 75 000 francs. Et maintenant, et 110 000 francs plutôt, excusez-moi. Et pour la formation en plomberie sanitaire, c'est ça qui est 75 000 francs. Et la formation en audiovisuel, nous avons aussi une formation en audiovisuel, ça aussi c'est 75 000 francs. Pour terminer avec la formation de 3 mois qui est à 210 000 francs. Merci bien, le temps risque de nous faire défaut, donc on va rappeler encore les contacts du Mira Élevage et la situation géographique pour des informations complémentaires. Pour ce qui est des numéros que vous pourrez prendre pour nous contacter, il y a le 64 64 04 44 et le 58 98 00 70. Et nous allons vraiment dire à cette jeunesse-là qui veut entreprendre, la formation du 1er février est une formation à ne pas rater. D'accord, merci bien. Ils ont jusqu'à quand les téléspectateurs pour s'inscrire? Les inscriptions vont se poursuivre jusqu'au 25 comme cela, parce que nous avons limité les nombres. Okay. Voilà, il y a des formations que nous avons citées ici, dont les nombres des participants sont limités à seulement 30 personnes. Donc, vaut mieux venir tôt. Voilà, vaut mieux venir tôt. Quand nous avons 30 personnes, même si ce soir nous avons 30 personnes, nous arrêtons les inscriptions. Ok, merci bien. Monsieur Donald Sawadoué est communicateur à Mira Élevage et puis justement il était sur notre plateau pour parler de la prochaine rentrée donc du centre CIFEA qui est un centre de Mira Élevage qui forme en plusieurs domaines. Donc la rentrée est prévue pour février prochain. Et pour vous l'accompagner, nous allons justement vous l'accompagner avec un spot de Mira Élevage, mais qui inclut justement des témoignages de certains qui ont fait la formation à Mira Élevage et qui font des témoignages. On y va et on revient pour la suite. Mira Élevage. Mira Élevage. Oh, Mira Élevage. Mira Élevage. Mira Je me nomme Sawadoué Z Nicolas, donc je suis agent de développement communautaire et je suis également le maire de la commune urbaine de Boussé. Boussé se trouve dans la province, c'est le chef-lieu de la province de Kouégo, dans la région du plateau central. La motivation est très simple. Premièrement, c'est la passion. Cette passion, je l'ai depuis mon enfance, dont je pratique l'élevage à tout azimut, afin de voir le secteur. Mais maintenant, cette passion s'est transformée en agro-business, parce que j'ai vu que l'élevage est l'un des secteurs au Burkina Faso qui peut beaucoup rapporter, non seulement qui peut également influencer, en tout cas le développement économique et le développement social, afin de lutter contre la pauvreté sur tous les plans. J'ai choisi Mira Élevage parce que j'ai vu que les différents modules proposés étaient bien. J'ai vu également que Mira Élevage a eu à faire des exploits. J'ai vu également que la présentation de Mira Élevage motive et attire plus de confiance. C'est sérieux. Et voilà pourquoi j'ai choisi la formation de 45 jours pour mieux me perfectionner, afin réellement de me lancer dans le domaine de l'élevage.
Et pour la suite de cette émission, nous passons à la rubrique du jour. Il s'agit notamment de la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo. C'est la chronique de tous les mardis, virgule, et on revient. Et bien sûr, pour cette chronique, nous retrouvons Serge Youssef Ouedraogo. Bonjour Youssef. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci, bien habillé. Merci à toi. Toi également. Hein. Alors Youssef, aujourd'hui on parle de l'éducation civique, l'enseignement de l'éducation civique. On va écouter les avis des populations et on revient pour donc l'échange. On y va. L'éducation civique au lycée sera une bonne chose, vraiment pour amener les élèves à respecter les valeurs culturelles et la citoyenneté. Parce que de nos jours, nous pensons que c'est une matière qui s'enseigne seulement qu'au primaire. Pourtant non, on devait cultiver toutes ces valeurs-là, quelle que soit la classe ou quel que soit le lycée que nous fréquentons. Donc c'est une très bonne initiative que le ministre est en train de prendre. Et moi, ça me fait droit au cœur, voilà, que vraiment ça sera très bien. Parce qu'on a besoin de ça pour cultiver nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos aînés. Parce que tout le monde a besoin de ça. Même, pourquoi pas à l'université, ça va aider vraiment les citoyens à pouvoir avoir le sens de la citoyenneté et respecter vraiment les valeurs culturelles du Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, c'est un terme intégrité. Nous sommes en train de perdre l'intégrité. Donc je pense que c'est une très bonne chose et c'est une initiative vraiment à saluer. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est mieux de généraliser. Comme au primaire, on fait l'éducation civique. Au secondaire aussi, pourquoi pas. Puisque l'incivisme, là, présentement, on voit que c'est un phénomène qui est là aussi. Donc si on amène ça au niveau du secondaire, ça va beaucoup réduire l'incivisme dans les milieux urbains, pourquoi pas dans les campagnes. Oui, quand on regarde les accidents sur la route, c'est dû peut-être à l'incivisme. La distribution des biens publics, c'est dû à l'incivisme, puisque c'est un bien qui appartient à nous tous. Pourquoi le détruire? C'est parce qu'on ne sait pas. Actuellement, on constate que côté éducation civique, là, au niveau des élèves, c'est quelque chose qui est négligé actuellement. Beaucoup d'élèves même sont carrément hors de cette notion-là. Donc franchement, c'est une bonne initiative. S'ils peuvent vraiment appliquer ça sincèrement pour renforcer le niveau civique des élèves dans les établissements, ça serait une bonne chose. C'est enseigné dans l'école primaire, mais on le constate que c'est une matière même qui est négligée actuellement. Si on va voir même au primaire, c'est vrai qu'on applique ça, mais à l'heure là, c'est négligé. Il faut mettre un point vraiment là-dessus. L'éducation dans les lycées nous aide à bien nous comporter dans la rue et elle permet de réprimander les élèves qui disjonctent ou qui font ou les bandits. L'éducation civique, ça sert à nous donner des instructions pour que nous puissions être des premiers ministres à comprendre la loi, à faire des bonnes choses et puis à faire développer le pays du Burkina Faso. Pour moi, l'éducation civique est une bonne chose car comme son nom le dit, c'est éduquer et puis ça permet d'éduquer les enfants pour qu'ils soient droits et dans la nation. Vous voyez aussi au lycée parce que c'est là-bas qu'on doit plus éduquer les enfants. Pour qu'ils comprennent mieux les choses, on doit les montrer à ce niveau-là. Merveilleux micro-trottoir de Germaine Farama à qui nous disons merci. Oui, c'est intéressant de passer à la télé et on a vu donc ces images avec ces enfants et surtout ce qui est intéressant, c'est que ces enfants aussi ont donné leur avis en plus donc de leurs éducateurs donc, et des personnes que nous avons rencontrées donc, dans les rues de Ouagadougou. Alors, Youssef, éducation civique,
revenir à l'école. Bon, en fait, l'éducation civique existait justement au niveau donc, de l'enseignement à l'école primaire, mais généraliser ça au niveau donc, des établissements d'enseignement secondaire et universitaire, c'est en fait ce qui est nouveau dans ça. Alors, en tout cas, on a vu que beaucoup disent que c'est intéressant de revenir à ça. Est-ce que déjà même pour ce qui est enseigné, est-ce que l'éducation civique est bien enseignée au niveau de nos écoles? Est-ce que ce n'est pas négligé, comme le dit tout à l'heure une des personnes du moins que nous avons interrogées? Oui, il faut dire réellement l'enseignement de l'éducation civique au niveau scolaire est déjà dans le programme du primaire. Au niveau du secondaire et à l'université, il n'existe pas. Même s'il existe, c'est formellement vu dans les papiers, mais ce n'est pas enseigné. Négligé, oui, parce que quand je dis que l'éducation de l'enseignement de l'éducation civique est négligée, même à l'école primaire où ça existe, c'est pas pris au sérieux comme la matière SVT, ou l'histoire, la dictée, les calculs, où on attribue une note comme ça. Quand on veut évaluer l'éducation civique à l'école primaire, on essaie de piocher les questions et on ajoute les questions à l'histoire. Pourtant, si ce n'est pas une matière ou une évaluation propre à l'éducation civique. Okay. Voilà. C'est à l'histoire qu'on essaie de mettre des questions à l'intérieur. L'enfant maintenant qui sait que c'est l'enseignement civique, à travers ça, il peut faire sortir ses différentes réponses. Maintenant, on doit réellement prendre ça au sérieux. Si réellement le Premier ministre veut, ça c'est au secondaire, mais même au primaire, que ce soit une matière comme les autres. Là, les gens vont s'y mettre là-dedans. Et quelle est justement, quelle définition on peut donner même à l'éducation civique? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de l'enseignement de l'éducation civique, Youssef? Bon, à l'intérieur, ce qu'on met, ce sont les valeurs qu'on veut inculquer aux enfants pour qu'ils soient des bons citoyens de demain. Il y a beaucoup de valeurs. À l'intérieur, quand on va aller à l'intérieur, il y a quand même des valeurs. Parce que quand l'enfant est conscient, il met ça en pratique pour développer le pays. Voilà. On peut trouver à l'intérieur la solidarité, le respect. Quand on prend les valeurs individuelles, il y a l'ordre déjà. Elles sont les vertus individuelles. Voilà, il y a l'ordre. Il y a l'ordre qu'on enseigne, il y a la propriété. Voilà. Quand on enseigne la propriété à un enfant, il va toujours être propre. Il y a l'ordre et il y a la politesse. Il va toujours être poli. Et il y a la franchise et il y a la sincérité de l'enfant. Il y a l'amour. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit de planter des plantes lors du mois d'août. Il y a l'amour des plantes qu'on enseigne aux enfants à l'école. Ça, c'est par rapport aux valeurs individuelles. Quant à l'orientation de la classe, il y a le règlement intérieur. Le règlement intérieur à l'école qu'on enseigne, il y a la coopérative scolaire. La coopérative scolaire, et tout le monde doit y mettre la main là-dedans pour que la coopérative scolaire soit une bonne chose. Et après l'école, toi, tu peux faire ta petite coopérative avec tes amis dans le quartier. Il y a aussi le bien commun. Aujourd'hui, on détruit les panneaux de stop, il y a le bien commun. Maintenant, on peut aller au code de la route. Voilà quelques exemples qu'on peut résumer. Donc, ce sont en fait des exemples de programmes enseignés au niveau de l'école primaire. Ça, c'est des exemples. Maintenant, on enseigne aussi le civisme, le drapeau, le Burkina Faso, comment on montre le respect du drapeau. Quand on monte le drapeau, qu'est-ce que vous devez faire, vous ne devez pas faire. Voilà des exemples qu'on peut donner. D'accord. Éducation civique. Alors, quel est le but justement de l'enseignement même de l'éducation civique à l'école primaire? Parce que c'est à l'école primaire que c'est acté pour le moment. Bon, le but ici, c'est d'inculquer les valeurs et l'enfant doit être conscient de ces différentes valeurs qu'on l'inculque pour être un bon citoyen de demain, pour pouvoir participer aussi à l'œuvre de son pays, à la participation du développement de son pays. Si l'enfant est conscient, tout ce qu'on vient de citer, si l'enfant est ordonné, l'enfant est poli, l'enfant respecte le bien commun, il ne va pas sortir lors des grèves, aller casser les feux ou bien brûler les voitures des gens. Donc voilà quelques valeurs qu'on veut inculquer à la jeune génération pour que quand ils seront vraiment des citoyens responsables pour pouvoir prendre la relève de demain, c'est eux la relève de demain, que cette relève puisse vraiment être bien accomplie. Et je pense que quand on prend par exemple au niveau des séminaires, ce sont des écoles tellement strictes, je pense que l'éducation civique a une place très importante. Là-bas, ils sortent des citoyens quand même bien droits, très rigides et rigoureux. Parce que là-bas, le règlement intérieur est clair. Voilà, vous arrivez, voilà le règlement intérieur, dans les différentes classes, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Si
tu dépasses la limite, tu es renvoyé. Il n'y a pas à faire de négociation. Tu es renvoyé. Parce qu'il faut respecter le règlement intérieur. Bien sûr. C'est comme respecter l'autorité de l'État. Alors, Youssef, maintenant, la nouveauté, c'est justement l'enseigner au niveau donc, de tous les établissements, peut-être secondaires et puis universitaires. Alors, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'enseignement burkinabé? Le plus que ça peut apporter à l'enseignement burkinabé, mais il faut dire déjà que c'est depuis 1962 que l'éducation civique est dans les programmes de l'éducation nationale. Et en 1962, voilà, dans les réformes de 1962, ça a été, voilà, et ça a été revu en 1993 sous la ministre Odile Bonkoumou. Ils ont même fait un guide d'éducation civique et morale pour remettre aux enseignants et aux élèves pour enseigner ça au niveau primaire. Donc je me dis que c'est dans cette optique aussi que le Premier ministre Lassina Zerbo, lors de son discours à la nation, a déclaré qu'il faut revenir, il faut enseigner ça dans les différentes écoles, vu qu'aujourd'hui, vous voyez, dans l'incivisme, il y a des élèves qui séquestrent les enseignants, il y a des élèves qui ne respectent même pas l'autorité de l'État. Donc, vu tout cela, et ce sont ces élèves qui doivent être des futurs cadres pour diriger le pays, il faut réellement revenir rapidement pour encore voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on a commencé du préscolaire, du primaire, et on va au secondaire et à l'université, il faut tout enseigner pour que l'enfant soit vraiment... Sinon, dès l'école primaire, après, il oublie. Il oublie. Le temps d'arriver à l'université, il a oublié les bonnes valeurs pour certains citoyens. Donc, il faut généraliser. Quand vous regardez dans les écoles, il n'y a même pas de courtoisie entre élèves et enseignants. Voilà. Il n'y a même pas de respect de l'autorité. Donc, les enfants font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sortent en grève, ils brûlent, ils cassent. Mais je me dis que si il y avait toujours la continuité de l'enseignement, de l'éducation civique et morale à l'école, au secondaire et à l'université, là, quand même, et avec des points comme mathématiques, comme SVT, ils vont quand même se ranger. Ah, si je faillis là. Mais si on revient aussi au secondaire et à l'université, et c'est pas bien noté, si c'est seulement mis dans le programme de l'enseignement au secondaire et à l'université, je pense que ça ne sera pas vraiment la bienvenue. Si c'est une matière liée au second plan, les élèves ne vont pas prendre ça au sérieux. Alors, l'éducation civique et morale, ça va ensemble. Alors, ramener ça justement aujourd'hui à l'enseignement supérieur, à l'enseignement secondaire, est-ce que, pourquoi maintenant, Youssef, on se demande pourquoi maintenant qu'on pense à enseigner l'éducation civique et morale dans nos établissements, dans nos lycées et à l'université? Et pourquoi maintenant? Je me dis qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les différentes écoles, là, il y a des pratiques courantes en termes d'incivilité qui l'ont constaté dans le milieu scolaire. Voilà, c'est l'indiscipline totale, c'est l'incivisme, le vandalisme. Donc les élèves, avec les professeurs, même avec la population. Donc c'est pour cela, je me dis, et si le Premier ministre a eu vraiment la parole devant les députés, a dit qu'il va revenir, je me dis que peut-être lors des assises nationales tout de suite organisées par le ministère avec les différents parents, les parents même vont demander, il faut qu'on revienne sur ça. Nous, quand on était élèves, on nous a enseigné les différentes valeurs donc, de vénécité. Pourquoi arriver en sixième, il n'y a plus ces différentes valeurs qu'on enseigne aux élèves à partir de la sixième à l'université. Donc il faut revenir là-dessus parce que l'élève qu'on forme aujourd'hui doit être le bon citoyen pour pouvoir diriger le pays. Merci Youssef, notre temps est terminé. On me signale qu'on a débordé quand même de quelques temps. Merci à la diffusion. Car ça m'a rendez-vous mardi prochain. C'est important, mais n'oubliez pas, l'éducation commence à la base, comme Youssef a l'habitude de le dire. C'est à la maison qu'il faut inculquer les vraies valeurs à vos enfants avant que la société donc n'inculque le reste. Et surtout, n'oubliez pas, comme un enfant l'a dit dans ce micro-trottoir, on ne veut pas donc de citoyens disjonctés ou d'élèves disjonctés dans l'avenir. Il faut y penser tout simplement et ramener l'éducation civique au primaire, au secondaire et à l'université. C'est important. Rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures avec d'autres chroniques et d'autres invités. On se dit au revoir.